Bonjour et bienvenue sur les couloirs du catch. Ici Loman pour vous présenter un nouvel épisode des couloirs du talk. Et tout de suite, sans perdre de temps, directement, j'accueille le professionnel, le professeur, Messiah. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode 2. Techniquement l'épisode 1 parce que l'épisode précédent est le pilote. Donc l'épisode 1 des couloirs du talk. Exactement. J'accueille à son tour notre Becky Lynch à nous, la plus grande fan française de Shawn Michaels, venue des Hauts-de-France, Rebecca. Rebecca, comment tu vas ? Bonsoir, ça va et vous ? Ça va, merci. Et maintenant, place aux grands fans de Steve Austin, amateur de bonne bière en provenance de Bourgogne. J'accueille Bruno Toff. Salut Bruno. Salut, ça va tout le monde ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Et enfin, maintenant, il est un fanboy de Becky Lynch, le sosie non officiel de Gaël, mon fils. Wally, bienvenue à toi. Merci Loman, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'allais dire c'est Gaël mon fils croisé avec Kofi Kingston, hein, je le maintiens. On peut dire une petite paire de Kofi. Une touche de Javon Evans, j'arrête pas de le dire. Ah ouais, j'avoue, ouais. Alors de quoi on va parler les amis aujourd'hui ? Déjà, savoir ce que vous avez pensé du premier match d'Aigle Blanc et qu'est Elio Lefleur à NXT face à Ethan Page. Directement après, le cas Bron Breakker. La WWE n'est-elle pas en train de faire retomber la hype en lui refusant son premier titre ? Sujet numéro 3. Êtes-vous excité par le Rumble qui arrive ? Horaire très cool, chaud en Arabie Saoudite et les rumeurs sur Chris Jericho, peut-être un retour à la WWE. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames ? Et pour finir, votre top 3 des vainqueurs du Rumble. On est parti ? Nickel. On est parti. Et concernant le premier match d'Elio Lefleur à NXT, tiens Wally, commence directement. Oui. C'était un très bon match, un très bon opener. Honnêtement, je suis pas très inquiet pour l'avenir en fait d'Elio Lefleur / Aigle Blanc à NXT. Parce que c'est une branche de développement et ils savent justement faire progresser les jeunes talents. Donc pour le moment c'est un sans faute. Alors certes, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le match, il ne l'a pas gagné, mais j'ai presque envie de dire que c'est une défaite gagnante parce que il y a eu tout le nécessaire en fait qui a été fait. Donc il a eu ses vignettes avant le match, il a été présenté. Les gens ont l'air d'avoir énormément apprécié sur les réseaux et ça s'est même vu tant lors de son entrée que durant le match où on avait les fans en fait qui scandaient oui oui oui, donc un peu le mouvement oui, clin d'œil au yes mouvement. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Ok, place tout de suite à Bruno, pour savoir ce que tu en as pensé par rapport à tout ça. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est un très bon match. Sauf que je le connaissais déjà avant, quand il était dans le circuit français, sous le nom d'Aigle Blanc. Donc voilà. Et j'ai voulu, pour pas avoir de prix, demander de montrer le match à ma sœur, justement, et lui montrer tout le show. Et elle a dit que c'était le meilleur match de la soirée. Donc, des débuts réussis, je pense. Enfin, je pense, mais elle pense, donc elle le connaissait pas d'avant. Donc justement, début réussi. Elle le trouve que justement il y a quelques erreurs encore, mais comme il est encore jeune, ça va arriver très vite. Donc oui, elle le voit arriver d'ici 200-300 si ça continue comme ça, d'être dans le main roster pour jouer le titre intercontinental. Ça serait très bien d'ailleurs. Oui. Après, à voir ce qu'ils vont faire avec lui. Exactement. Rebecca ? Moi, je rejoins un peu vos avis. J'ai trouvé que c'était un match dynamique, intéressant. Il y avait des bonnes interactions entre les deux. J'étais un peu déçue de la fin, parce que j'aurais aimé qu'ils me perdent d'une autre façon. Mais franchement, ça sera quelqu'un qu'on verra, je pense, par la suite. Très bien. Place au professeur
aux professionnels. Alors moi je vais être un peu la fraude du groupe, hein, je me cache pas parce que j'ai pas eu le temps de voir le match en entier. Du coup j'ai regardé les highlights, j'ai regardé les entrées, j'ai regardé les moments forts du match. J'ai pas pu voir la construction complète, mais de ce que j'ai vu c'est très très propre. En même temps, notre bon ami Elio, en termes d'in-ring, j'ai aucun doute sur son in-ring parce qu'il est vraiment très bon et qu'il est bien flashy. Et avec le background, c'est quand même un globetrotter, hein, malgré son jeune âge, et il a quand même fait le tour du Japon, du Mexique, toute la scène européenne, donc c'est cool. J'avais un peu peur au niveau du packaging, parce que j'avais vu un peu ces vignettes où il parle. Il faudra vraiment qu'il s'améliore là-dessus, parce que tant qu'il a NXT, c'est nickel, parce que NXT, ils mettent beaucoup le catch en avant, donc ça c'est cool, mais s'il veut monter plus haut, il faudra qu'il se trouve une bonne grosse personnalité et qu'il s'améliore en promo. Moi, c'est la seule peur que j'ai. Mais on a le temps et j'espère qu'ils vont prendre leur temps. Justement, je veux pas que ça aille trop vite et qu'après on soit déçus. Donc des débuts réussis. Je faisais partie des gens que j'aurais bien voulu voir gagner en vrai. Ça aurait été cool. Tu vois, ça aurait montré comme quoi ils se sont vraiment intéressés sur lui. Mais perdre face au champion intermédiaire de NXT lors de ton premier match, c'est pas honteux du tout. Et comme il dit Wally, c'est une défaite qui va dès le début, il va faire un parcours initiatique en fait, montrer que c'est pas juste un match raté et qu'en fait il va remonter. Et ça c'est cool. Bah les amis, on va faire un petit dernier tour de table sur le cas Elio Lefleur. Vas-y Ouais, Bruno, moi, envoie la sauce. Voilà, je voulais intervenir sur ce qu'avait dit Messiah. Donc là, le problème qu'il y avait eu, c'était s'il perdait le match en 5 minutes, ça aurait été compliqué. Après, là, la façon qu'il perd aussi, comme avait dit Rebecca, je trouve que justement, ça le protège un petit peu quand même. Ça le protège quand même pas mal. Après, le niveau qu'il avait, c'est s'il perd tous ses matchs s'il avait perdu ce match-là en moins de 5 minutes, que ça soit une blague, ça aurait été plus compliqué pour lui. Là, comme il a... Ouais, il a pas eu un squash, hein. Ça. C'était pas un squash, c'est ça que, donc du coup, déjà, ça c'est très positif, hein. C'est ça peut être c'était assez compétitif, puisque je l'avais vu, moi, sans la pub, donc, il y a eu du 50-50, donc, pour la salle, voilà, puisque pendant la pub, il y a eu de la hit pour Ethan. Justement, là, j'ai vu sur Netflix, donc le match où ça a été coupé, justement, et justement, c'est la partie où Elio se montrait le plus, justement. Ouais, ils ont diffusé sa shine en fait. Ils ont diffusé sa shine à la télé. Au moins, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça. Donc justement, il y a tous les trucs qui sont positifs pour l'instant pour lui, même s'il perd. Et justement, le truc que je pense, c'est même s'il perd tout le temps contre des gros noms, comme Ricky Saints ou d'autres noms, eh ben peut-être ça va lui créer une personnalité, un truc, et que le public va le suivre automatiquement aussi. Bah la gimmick de l'underdog classique, ça pourrait bien marcher pour lui, hein. En vrai. Justement, il a le physique, je trouve, pour faire un underdog comme ça. Je suis d'accord. C'est tout bon pour le cas Elio Lefleur, pardon les amis. Juste moi je rajouterais que en fait par rapport aux défaites, aux victoires, ça va dépendre en fait du booking et de ce que la WWE en fait veut raconter. Donc si il enchaîne par exemple des victoires mais que derrière il n'y a pas de développement de personnage, bah forcément que ça va pas lui bénéficier en fait. Tandis que si il enchaîne les défaites et comme justement le dit Bruno et que à force ça commence à le saouler et que ça peut même mener pourquoi pas à un turn, bah on raconte quelque chose et il y a de la matière en fait sur le personnage. Donc j'ai envie de dire victoire ou défaite, peu importe, mais l'important c'est ce qui est raconté et comment en fait le personnage en fait se développe auprès des téléspectateurs. Voilà. Ok. Eh ben bonne chance et gloire à Elio Lefleur. Cocorico. Chauvinisme. Sujet numéro 2. Ah, pardon, Messiah. J'ai dit chauvinisme. Ben, on va passer tout de suite au cas Braun Breaker. La WWE n'est-elle pas en train de faire retomber la hype en lui refusant son premier titre? Et donc, on a notre versus de l'émission.
c'est Bruno face à Wally. Bruno, c'est à vous. Bah, pour moi, non, justement, puisqu'il va commencer à faire de Braun Breaker peut-être une envie justement qu'il ait le titre, un petit peu à la Drew McIntyre, puisque Drew McIntyre, pareil, il perdait, mais le public de plus en plus voulait qu'il ait le titre. Donc je pense que Braun Breaker, il va tomber dans l'oubli. Justement, il a même la gueule, il a tout pour réussir. Il a plus que ce qu'il faut. Il a le charisme, il a quand même le côté bien badass qu'il faut. Il a tout. Il est encore assez jeune, je trouve. Donc voilà, le titre intercontinental, son run intercontinental a aussi été bien et moyen à la fois. Donc, comme je disais, je pense pas qu'il va tomber dans l'oubli. Non, puis comme tu dis, il est assez jeune, il a 28 ans, donc... Voilà. Ok. Wally, à toi? Alors, je vais être nuancé dans mes propos, parce que je pense, alors je ne pense pas qu'il risque de tomber dans l'oubli. Par contre, je pense qu'il y a un risque, effectivement, de faire retomber la hype. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin, en fait, d'attendre si les plans sont tels qu'ils sont, parce que je ne sais pas quels sont les plans, et qu'il gagne le Rumble ou qu'il gagne un Elimination Chamber pour aller choper le titre à WrestleMania. Selon moi, et vu la progression en fait qu'il a eu depuis qu'il est au main roster, Bruno, tu l'as mentionné, il avait un bon règne de champion intercontinental, et bien l'ampleur qu'il prend au sein de la vision, tu pouvais en fait lui donner le titre d'ores et déjà. Et pour moi, ça aurait pas été déconnant en fait qu'il prenne le titre dès le départ et qu'il arrive en fait à WrestleMania en tant que champion et qu'il s'affirme encore plus comme étant justement le futur de la WWE. Donc selon moi, la WWE est peut-être passée à côté de ça. Et quand on sait justement comment les fans peuvent être versatiles, il y a ce risque justement que la hype baisse et surtout quand on connaît le booking de la WWE version TKO, où t'as l'impression qu'en fait les gros trucs n'arrivent en fait que durant les 4 gros pay-per-view. Alors oui, il y a eu la victoire de Drew McIntyre contre Cody Rhodes il n'y a pas très longtemps dans un SmackDown, mais en dehors de ça, en fait, tu as l'impression que rien ne va se passer, que ce soit des débuts, que ce soit des victoires ou des turns, tu as l'impression que rien ne se passe en dehors des gros pay-per-view. Surtout que là, entre les Survivor Series et le Rumble, bah il y a pas eu de pay-per-view. Donc il y a rien. Donc en fait, tu passes 2 mois à meubler les choses. Donc en ce sens, en fait, il peut y avoir un risque que la hype de Braun Breaker retombe en fait. Mais c'est pour ça que je disais que justement j'allais être nuancé dans mes propos. Bruno, si tu veux lui répondre. Après, Wally te répondra aussi. Et puis, on va demander à nos arbitres qui est le vainqueur, après, tout simplement. Ouais, bah après, comme a dit Wally, c'est sûr que si on parle que de hype, une hype, ça peut partir et revenir en un claquement de doigts pour certains, comme par exemple, on a eu le cas en 2017 ou en 2018 avec Asuka, que justement, elle faisait un run en mid-card, loin du titre mondial, et en moins d'un mois, justement, on l'avait un petit peu oublié, elle revient, en moins d'un mois, elle devient très crédible pour gagner le titre. Donc, et je pense que Braun Breaker a ce côté là que Asuka, en moins de, même si on lui laisse le temps passer sous les ponts, quoi, de l'eau passer sous les ponts, c'est mieux. Donc, putain, je me suis perdu. Donc, de l'eau passer sous les ponts, Braun Breaker. Oui, Braun Breaker, justement, même si on lui laisse passer, putain, je suis jamais arrivé à cette phrase. Reprends-toi, t'inquiète. On va le faire. Donc voilà, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Braun Breaker, on peut lui laisser le temps, justement. Wally disait qu'il arrive champion à WrestleMania. Je voudrais pas, justement, qu'il arrive champion. Justement, je trouve que même il lui manque une grosse rivalité à lui. Et je pense que ça sera face à Seth Rollins, à son retour, peut-être à WrestleMania, justement, où il lui coûtera le titre.
Et ouais, j'aimerais bien que après il fasse la grosse rivalité un petit peu à la Cody et que ça le crédibilise encore plus. Très bien. Alors oui, Wally. bah alors du coup, parce que tu dis que ce serait bien que Seth lui coûte le titre, c'est-à-dire que Seth lui empêche la victoire. Donc au final, on se retrouverait avec Braun Breaker qui ne sort pas d'un WrestleMania avec le titre. Et que le titre du coup reste dans les mains de CM Punk. Donc au final, on se retrouve avec Braun Breaker qui n'a toujours pas le titre en fait. Et pour moi, Braun Breaker, il devrait avoir un booking comme Brock Lesnar en fait l'a eu en 2002. Avoir une grosse victoire et ensuite une autre pour affirmer son statut. Donc sa victoire contre le Rock et ensuite sa victoire contre le Taker dans le Hell in a Cell. C'est quelque chose que tu pouvais faire. Lui faire gagner le titre contre CM Punk, le faire conserver contre CM Punk, et ensuite au retour d'un Seth Rollins, le faire pareil conserver contre Seth Rollins pour affirmer justement son statut. Et alors oui, je suis d'accord que la WWE peut prendre son temps, mais pas trop non plus. Parce que justement, ouais, tu voulais dire? Oui, bah, comme moi je voulais que les finir avec le propos, justement pour revenir à ça, oui, qu'il perd là à ce WrestleMania là, mais qu'il le redonne par exemple au WrestleMania suivant ou au Survivor Series de cette année, par exemple, qu'ils ne vont pas lui faire attendre 3-4 ans non plus, quoi. Bah, un an, c'est beaucoup quand même, je trouve. Je sais pas, justement, ça peut permettre même de crédibiliser un catcheur en plus, comme par exemple Cody Rhodes. Cody Rhodes, on l'oublie, mais quand il arrive, il gagne le Rumble, il arrive face à Seth Rollins à WrestleMania, il fait sa rivalité face à Seth Rollins, où il se pète le taureau au Hell in a Cell, et après il revient, Royal Rumble, crédible comme pas possible, il revient, il gagne le Rumble, il va affronter Roman Reigns, justement, et il le perd, et l'année suivante qui le gagne. Regarde, Cody Rhodes, on le met comme un grand champion du monde. Eh ben très bien, c'est tout bon, messieurs? Ah bah pour moi oui. Wally? Bah, je dirais que alors, le booking que tu décris, c'est le booking d'un babyface, alors que Braun Breaker, c'est supposé être le top heel en fait de la fédération. Donc selon moi, faudrait pas le booker comme ça. En fait. Il n'en a pas besoin. Bon ben voilà, bon, moi j'ai rien d'autre à ajouter quoi. Ok. Eh ben déjà je vais demander à mon premier arbitre, Messiah, plutôt Team Wally ou Team Bruno? Alors, je suis plus Team Wally, mais il y a des arguments de Bruno que j'entends et que je suis d'accord surtout sur la notion de temps, que c'est bien de prendre le temps, j'arrête pas de le dire justement, et que le produit WWE ne prend pas assez son temps. Ça, c'est un truc que je répète assez souvent que ce soit dans les lives ou durant les émissions classiques des couleurs du catch. Mais là, je pense que il fallait saisir la patate chaude. Moi, c'est un peu le regret que j'ai. Qui battent CM Punk, je pense que ça aurait été cool dans l'idée. Et ça l'aurait vraiment crédibilisé, j'aurais préféré qu'il gagne. Ils ont décidé autrement, de le booker et de frustrer, et je suis d'accord avec Wally, c'est un heel. Donc du coup, lui faire un parcours initiatique où il prend des bûches et essaie de remonter pour aller affronter genre le grand babyface, je trouve que c'est pas très cohérent. Je préférais qu'il soit beaucoup plus destructeur, surtout avec la génétique des Steiner, l'héritage des Steiner et tout ça, on sait que ça va être leur futur gros star. Pour moi, il faut essayer, limite, des fois on est contre le surpush, pour moi il faudrait le surpush, en fait. Donc c'est pour ça que je suis plus Team Wally dans ce cas-là. Et j'espère que moi, il ait le titre à Mania, quoi. Et que justement, si il l'a pas, j'ai trop peur qu'il qu'il tombe dans les abysses, quoi, en fait. Comme quand on l'a vu qu'il y a eu la blessure de Seth Rollins et qu'en fait, il est pas monté plus haut, qu'ils ont préféré faire un temps d'attente. On le revoyait en équipe avec Branson Reed et en fait, non, il fallait saisir. Moi, déjà là, il fallait qu'il saisisse le truc et qu'il rende pas le titre, limite. Déjà là, j'aurais voulu qu'il rende pas le titre. Donc pour moi, faut prendre son temps. Mais lui, je pense qu'il a un point, il est mûr. Quoi. Donc je donnerai mon point pour Wally pour ce duel. Bah, très bien, je vais demander à notre deuxième arbitre, Rebecca, plutôt Team Bruno ou Team Wally? Bah moi je dirais aussi Team Wally, mais je suis d'accord aussi avec les arguments de Bruno dans le sens où c'est un mec qui a tout. Donc je pense que ça va venir, même si c'est un petit peu long pour nous. Je pense que ça va venir parce que bah ouais, il a tout quoi. Enfin, il a le charisme et puis quand il le font venir, ça reste quand même un événement.
dans le sens où les plans ils sont faits pour que on sait qu'il est là, quoi. On sait que c'est un petit événement en fait. On sait que ça va venir. Donc je m'en fais pas sur lui que si ça vient pas maintenant, c'est quand même quelqu'un qui va arriver. Voilà. Tout à fait. De la grosse anticipation dessus, je suis d'accord avec Rebecca. Ouais. Tout le monde l'attend, en fait. Attention tout de même à WrestleMania 43 où justement il y aura d'anciennes légendes. Quelle position aura Braun Breaker vis-à-vis de ça? Et là, je fais un parallèle avec la dernière émission des couloirs, Thomas, que t'as fait avec, mais c'est là que t'as fait avec Thomas, pardon, où vous parliez justement de quelle sera la position des stars actuelles vis-à-vis des vétérans qui vont venir, parce qu'il y aura des vétérans sur la carte justement. Ouais, ça c'est encore un autre débat. À mon avis, ça on aura le temps de beaucoup en discuter dans les couloirs du talk, à mon avis. Hein. Wait and see. Alors, avant de donner le vainqueur, je vais dire un peu ce que je pense par rapport au cas Bron Breakker. En fait, moi, je pense que ils le retiennent un peu avec la suspension, tout ça, mais dès qu'ils vont lâcher la bête, je pense que ça va être très très explosif et ouais, ça va être quelque chose. Et donc le vainqueur, ce deuxième épisode des Versus, Wally. Merci. Et même si, alors bravo à toi et bravo à Bruno parce que moi je donne ma voix à Bruno les gars. Je vous le dis direct. Pour moi c'est Team Bruno. Ouais. Bravo à tous les deux. Moi, je reste team Swag Wally. Merci. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur le cas Bron Breakker? Moi, je dirais juste que pour moi, c'est le nouveau Brock Lesnar qui va aller loin et surtout, j'ai très hâte. Je suis très hypée par le match, un match dans le futur Obafemi contre Bron Breakker parce que je trouve qu'il y a vraiment un gros potentiel sur les deux, quoi. Ouais, Voilà. je valide ce futur match. Hein. Ouais, Pareil. C'est clair. Avec la force face Obafemi contre la force heel Bron Breakker. Tu me fais rêver, Rebecca. Là. Un duel de brute épaisse. À de Golgoth. Exactement. Ah oui. Des bêtes qui veulent le steak. Meat slapping meat, comme diraient les Américains. De la bonne viande. Bonne viande, hein. Est-ce que c'est tout bon pour le cas Bron Breakker? Ouais. Messieurs, dames? Oui. Oui. Eh ben, on passe au dernier sujet. Êtes-vous excité par le Rumble qui arrive? Les horaires très cool, chaud en Arabie Saoudite, et les rumeurs sur Chris Jericho, peut-être un retour à la WWE. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? Et juste après, pour finir, votre top 3 de vos vainqueurs préférés au Rumble. Eh ben tiens, je donne la parole directement à notre Becky Lynch à nous. Rebecca. Bah moi je suis très excitée pour le Rumble. Alors pas une question de ce qui va se passer, mais plutôt une question que je reprends le catch. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne un Rumble en 2026. Je suis contente parce que du coup les horaires ils sont très bien pour nous. Je suis contente pour les gens là-bas aussi qui ne payent pas cher, hein, parce que faut pas oublier que c'est une bouteille de pain les prix, c'est écœurant. J'ai hâte de voir les surprises, mais par contre, un petit point négatif, c'est que je trouve que il manque ce truc que j'avais avant, que quand les superstars, il y avait un Rumble qui se préparait, on en entendait parler, on en bouffait pendant des semaines. Et je vais te battre au Rumble, et ceci au Rumble, et nana au Rumble. Et là, on retrouve pas ce petit truc. On retrouve pas cette petite étincelle, et c'est ça qui me manque. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, très bien. Et je vais passer la parole directement aux fans de Steve Austin. Bru Northoff. Moi, ce Rumble-là, je vais être poli, je m'en fous, royal. Il me donne pas envie. L'horaire est cool, mais le Rumble en lui-même, il est pas vendu pour l'instant. Comme a dit Rebecca, avant, il y avait dès janvier, même pas dès le début janvier, voire décembre, à la fin d'Armageddon, on entendait des chants qui se présentaient. Je vais être au Rumble, je vais gagner le Rumble, je vais t'affronter avec WrestleMania. Là, il a fallu quoi? 2 semaines avant que Cody Rhodes dise, je me présente pour entrer dans le Rumble. Ouais.
Mais Alors il y a même pas qu'on y approche, on y est, c'est là. Hein. Donc, Bah, hein, c'est pour ça que ils doivent faire le main event avant, c'est-à-dire SNME. Donc voilà. Ils doivent le faire avant. Je veux bien qu'ils le font avant. Mais ça casse le booking du Rumble. Ils l'ont cassé complètement le booking du Rumble à cause de ça. totalement, Bruno. Totalement. Eh ben, écoutez, place à Wally. Ben moi aussi comme Bruno, je suis pas du tout hypé par le Rumble, mais non pas parce que c'est en Arabie Saoudite ou quoi que ce soit, mais simplement je suis pas hypé en termes de booking parce que la WWE ne nous le vend pas. T'as même pas l'impression que le Rumble va arriver. Comme le disait Rebecca justement, avant les superstars en fait montraient les crocs qu'ils avaient envie de justement remporter le Rumble. T'avais des segments en fin de show où tout le monde se battait pour avoir l'ascendant psychologique avant le Rumble. Là aujourd'hui, t'as l'impression que à 2 semaines du Rumble, c'est vrai, il y a le Rumble qui va démarrer. Donc ouais, faudrait que Ouais, mais je comment songe en fait à tu me peux qualifier. expliquer ça? Comment tu peux expliquer ça à l'heure actuelle, Wally? Le booking, le booking. Je n'ai pas d'autre question que le booking. Parce que justement avant l'histoire qui était racontée autour du Rumble était différente. Là, t'as pas l'impression qu'il y a un Rumble. Et pourtant, on a passé 2 mois quasiment sans PLE. Le dernier PLE, c'était les Survivor Series. Entre-temps, t'as eu les Saturday Night Main Event, mais bon, c'était des shows spéciaux. Et malgré ça, ok. Le Rumble, c'est dans 2 semaines. Ok. Donc, ouais. Je suis pas hypé par le faux. Mais je le regarderai tout de même, mais je suis pas hypé. Je le regarde parce que ça va être le Rumble. Excuse-moi. Mais Saya, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et pourquoi c'est silence radio, quoi, en fait? Je pensais que j'allais être le seul aigri du groupe, mais je vois qu'on est Non, trois. Donc, je vais rebondir sur tout ce que mes collègues ont dit. Moi, je suis zéro hypé. Mais après, parce que je suis pas hypé par la WWE de manière générale. Donc déjà, j'ai un parti pris. Mais c'est vrai que ce Rumble, de tout ce que je me souviens, c'est que oui, il n'y a pas de build-up. Et ça m'attriste beaucoup, quoi. Parce que c'est l'un des Big Four. Donc encore une fois, je vais rebondir sur un truc où j'ai déjà dit, on a l'impression que comme c'est sur Netflix, les pay-per-view, que ce soit les shows, les weekly ou les pay-per-view, en fait c'est à la même enseigne, et qu'en fait il y en a pas un qui sort du lot, en fait on a l'impression que les pay-per-view ne sortent pas du lot, ce qui est vraiment dommage. Et normalement, ouais, sans avoir un build-up, quoi, depuis quelques mois, on fait plus de matchs qualificatifs, alors qu'avant il y avait ça aussi, ça permettait d'avoir des bons matchs de catch entre des mecs qui avaient les crocs parce qu'ils voulaient rentrer dans le Rumble. Même si c'est un peu discutable l'idée des roulettes où ils prenaient les boules à la manière de Motus pour avoir sa place, ça ils le font plus non plus. Et donc je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les surprises, mais ça empêche pas d'avoir des excellents Rumble, alors qu'on sait qui rentre en 31e, qui rentre en premier, qui rentre en machin. Et au moins ça donne de la forme et du développement au Rumble, ce qui est pas du tout le cas. Et c'est encore pire, parce que déjà celui des hommes est très mal buildé, mais celui des femmes, il est encore pire cette année, je trouve. Vraiment, là, on a eu les annonces au dernier Raw, là, de certaines catcheuses qui vont participer. Et en plus, c'est des personnes qui sont déjà dans des programmes. Genre, je pense surtout à Rhea Ripley et Io Sky qui sont dans les programmes par équipe. C'est pas les noms qu'on se dit qui vont gagner le Rumble, quoi. On n'a pas de noms qui ressortent chez les femmes, qu'on se dit, ah ouais, elle est favorite. Là, j'ai l'impression vraiment que, à part un retour éventuel, je connais pas sa condition actuelle de Bianca Belair, sinon, je m'attends pas à une grosse surprise et une grosse favorite. Et chez les hommes... Oui, vas-y, Wally. Donnons-le à Becky Lynch et comme ça, le problème est réglé. Et pour les hommes, il y a quelques noms qui se dessinent. Donc il y en a, ils pensent Band Breakker. Moi, je m'attends à une grosse communication de la part de WWE pour battre des records et le donner à Cody Rhodes, pour qu'il le fasse 3 fois d'affilée, ce qui a jamais été fait. Il y a des catcheurs qui ont gagné 3 fois le Rumble, hein. Steve Austin en tête de liste, hein, qui est le plus marquant, je dirais. Coucou Bruno, hein. Mais personne n'a gagné 3 fois d'affilée, donc je vois bien Cody Rhodes le donner 3 fois d'affilée. Mais il n'y a pas d'emphase, et c'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Et si
si je devrais trouver une réponse par rapport à ça, excuse-moi Wally, c'est que en fait, dans le produit social media à l'era, je vends ma cam de réseaux sociaux liés à la WWE. Eux, je pense qu'ils veulent ils veulent les spots du Rumble et en fait la préparation, ça les intéresse pas vu que la plupart des gens ils regardent un peu en produit court et qu'en fait un vrai build-up ça touche pas spécialement les jeunes fans. J'ai l'impression que c'est ça, mais peut-être je me trompe. Pourtant, ça parle. Hein. Dans les héros et tout, c'est pas la parlotte qui manque, hein, mais c'est vrai qu'il manque ce côté. Il manque ce côté. T'as envie, quoi. T'as envie, c'est quand même une place décisive pour WrestleMania. Enfin, ouais, il manque quelque chose. Voilà. Comme tu me fais penser à un mème de notre ami de Botchamania, une chaîne YouTube qui montre les botches et tout ça, Matthew, qui dit c'est le même You talk too much. Et pourtant c'est ça, Arrow, ça fait que de causer. Putain, dites que vous voulez gagner le Rumble, les mecs, je sais pas. Alors je crois qu'il y a Wally qui voulait rebondir. D'abord finir Rebecca et après Wally, s'il vous plaît. Non, c'est bon, il peut y aller. Allez. Alors, oui, en fait, j'avais une question pour toi, Messaya, parce que du coup, tu disais que Cody Rhodes pouvait le remporter 3 fois d'affilée. Mais c'est pas vraiment 3 fois d'affilée, vu qu'il était champion l'année dernière. Donc en fait, ça se rapprocherait plus en fait du record d'Austin, parce que Austin le gagne en 97-98, ensuite 2001. 99, il l'aurait quasiment gagné si Monsieur McMahon n'avait pas fait ce qu'il avait fait. Et 2000, il est blessé. Ouais. En fait, ça se rapprocherait plus en fait de ce record-là que ça. Je pense que 3 fois d'affilée, on le verra pas ça. Ouais, c'est vrai que j'avais coupé. Et tu sais, mais je dis des bêtises en fait, parce que oui, c'est Jey Uso qui l'a gagné. Donc il y a même pas 3 fois d'affilée, t'as raison. Donc c'est juste égaler le record d'Austin en fait. Oui, t'as raison, en fait, c'est égaler le record d'Austin. C'est ça. L'égaler, mais d'un côté, mais en même temps aussi le battre, parce que du coup, lui, il le ferait en 4 ans, alors qu'Austin, lui, il l'a fait en 5 ans, du coup. Ouais. Ce qui est fou quand on y pense, hein. Ouais. En même temps, Austin. Bruno, qu'est-ce que t'en penses? Alors tiens, fan de Steve Austin, Bruno. Ah bah moi clairement je veux pas qu'il légalise. Je veux pas que ce soit lui. En fait. Tellement prévisible qu'il le fasse puisqu'il dit ouais il y a eu Hogan qui l'a fait 2 fois, il y a eu Shawn Michaels qui l'a fait 2 fois. Donc bah oui c'est bien. Austin c'est le seul qui l'a fait 3 fois, je crois qu'il a gagné 3 fois. Oui, comment l'année dernière quand il y a eu Cena qui a failli gagner une 3e fois, j'ai eu peur aussi. Putain j'ai fait. Les coups ils m'ont donné à. Je fais, non, c'est bon. Il y a eu chez Uso qui l'a vu. Voilà, je fais, c'est le seul encore avec les 3. Mais pour revenir à Austin, normalement, même celui de 96, il aurait dû le gagner. C'est juste qu'il a glissé sur les cordes qu'il a fait perdre. Donc même que Shawn Michaels qu'il a gagné 96. Bon, après, Shawn Michaels, c'est sûr. Non, c'était, je te contredis, Shawn Michaels c'était le vainqueur du 96. C'est ce qui l'emmène à WrestleMania 12 pour gagner l'Iron Man match. Donc, on savait qu'il allait gagner avec toute la storyline où il a pris coup de pied par Owen Hart, on sait pas s'il va revenir, on sait pas s'il va gagner. C'était le but. Austin devait durer plus longtemps. Il devait être dans le Final Four. Par contre. Mais comme il s'élimine tout seul. J'avais compris qu'il devait le gagner. Non, il devait être dans le Final Four. Par contre, il devait tenir beaucoup plus longtemps. On conclut sur le show en Arabie Saoudite, le Royal Rumble qui arrive, si vous avez un petit truc à rajouter. Bah, c'est pour les horaires, eux pour les tarifs. Donc voilà. Bah, on peut rebondir sur la rumeur Chris Jericho. Et ben on y va directement. Et puis, vu que tu nous la proposes et que tu nous la sers sur le plateau, ouais. Que peux-tu nous dire? Alors, le premier truc que je peux dire, c'est aller regarder notre vidéo sur la première partie de la carrière de Chris Jericho sur la chaîne des couleurs du catch, hein. On a fait une grosse émission avec Nettie Boots, hein, qui était là dans le précédent talk aussi. Donc, allez voir l'émission. Exact. Vous savez que je suis un énorme fan de Chris Jericho, c'est un de mes catcheurs préférés of all time. Il avait fait le tour de la WWE, le public en plus commençait à le rejeter par rapport à pas mal de choses. Donc, pour qu'il boucle la boucle, là, comme on dit, qui revienne à la WWE, je trouve ça logique. Les rumeurs sont vraiment insistantes, donc j'y crois. J'ai juste peur de son utilisation. Parce que WWE l'a jamais considéré comme l'une des plus grandes stars de tous les temps, hein, quand vous regardez bien. Et c'est ce qui m'attriste un petit peu.
Et est-ce qu'ils vont lui donner un vrai run suivi pour la fin ou juste un multiple part-timer qui vient juste prendre un peu de buzz et qui va rien donner en échange? Moi, s'ils le font revenir, j'espère par contre qu'on lui donne un programme sympa face à un jeune. Je veux pas le revoir face aux stars déjà établies. Moi, je veux le voir, justement, on a parlé tout à l'heure de Obafemi ou des trucs comme ça. Moi, j'aimerais bien voir Jericho, limite qu'il reprenne un peu la dernière gimmick qu'il a eu à la AEW où c'est le learning tree et qu'en fait, il a envie de transmettre sa connaissance de manière et du coup d'avoir un jeune bien flamboyant face à lui pour faire l'opposition. Je trouverais ça cool. Mais j'y crois à son retour, par contre, j'y crois vraiment dur. Alors, juste avant de donner la parole aux intervenants, juste un petit truc pour signaler donc que Jericho ne sera visiblement pas présent au Center Bale, c'est ça, ce week-end. Donc lui, il sera il sera avec son band performer à l'événement Jam Night, exact. Je crois que c'est du côté de Los Angeles. Et donc il sera pas au Saturday Night Main Event, c'est sûr et certain, quoi. Voilà. Et puis voilà, il n'y a toujours pas de date officielle pour un retour à la WWE. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que en fait, il est toujours sur le site de l'AEW et c'est un geste normalement utilisé pour montrer les catcheurs sous contrat. Et c'est-à-dire qu'il est pas dans la section alumni, c'est ça? Il est toujours dans la section des catcheurs. Bah, le W, ils ont pas de section sur leur site qui disent les mecs qui sont partis. Il me semble pas. Donc, oui, non, c'est vrai, tu as raison. Raison, parce que pour Powers Off, je crois qu'ils l'ont enlevé, par exemple. Ouais, ils l'ont carrément enlevé, il est dessus, ouais. Le doute, le doute plane toujours. Donc, pour un éventuel retour, voilà, rien d'officiel et des rumeurs. Des rumeurs. Eh ben, je donne la parole à Bruno Ortoff. Bah, moi, les rumeurs, j'avais même vu une liste spoil. Aux dernières news, ça a été changé. Donc voilà. Donc à la dernière news, ça a été changé, puisqu'au départ, c'était Roman Reigns qui devait gagner le Rumble. Ah, effectivement, même. Ouais. C'était Roman Reigns. Et Chris Jericho devait rentrer en 30. Donc je pense que Chris Jericho va ne spoilez pas tout. Dans Rumble. À quel moment? Ça sera ça. Je pense pas qu'ils vont le faire rentrer en 30. Peut-être peut-être en 3 pour faire référence à AJ Styles. Peut-être. Et qu'il fasse un bon petit bout. Donc voilà, les rumeurs avec Chris Jericho, c'est tout ce qu'il y a. Rebecca? Moi, je suis plutôt contente s'il revient. Après, comme il a dit Messiah, à voir qu'est-ce qu'ils vont lui donner par la suite. Après, je pense qu'il a fait son temps quand même. Il a encore peut-être des bonnes choses à donner aux jeunes, mais comme il a dit, il a quel âge Chris Jericho, tiens, en parlant de ça? Il doit avoir la cinquantaine maintenant, je crois. Ouais, il a la cinquantaine. Je sais plus exactement. 55 ans, quoi. 9 voilà. Novembre 70. Ouais, bah, voilà. Donc, je pense que il a fait son temps, hein. On va pas se mentir. Donc, je pense qu'au niveau du caractère et du personnage, il y a peut-être encore quelque chose à faire. Maintenant, niveau catch, est-ce que ça vaudrait le coup de le voir comme contre des Roman Reigns et tout? Non. Donc, voilà. C'est mon avis sur Chris Jericho. Bah, je peux rebondir sur ce que tu dis, justement, Rebecca, moi qui ai suivi son run AEW jusqu'au bout. Quand il affrontait des catcheurs plus établis, ça cliquait plus trop. Par contre, quand il affrontait justement des jeunes, ça cliquait encore. Parce qu'en fait, il est toujours très bon. Ralenti par rapport à l'âge. Mais par contre, comme il a une notion, c'est un des mecs qui a la science in ring la plus élevée dans le monde. Et ben en face aux jeunes, ça clique pas mal, je trouve. C'est pour ça que je veux le voir face à des jeunes. C'est toujours une expérience pour eux. Hein. C'est quand dans ta carrière t'as affronté Chris Jericho, c'est pas rien non plus. Donc c'est vrai que pour les jeunes, ça peut servir. Maintenant, pour les personnages déjà établis, moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Eh ben, monsieur Wally. Moi, je pense que il va venir au Rumble, il va le gagner, il va affronter CM Punk et on aura un rematch de WrestleMania 28 et il va battre CM Punk. Voilà. Voilà. Refermez-le.
Non, mais imaginez si ça arrive vraiment, par contre. Si ça arrive, je te paye un resto. Hein. Je le dis là. Hein. Non, plus sérieusement, moi, son retour à la WWE, il me laisse indifférent. Alors, non pas que ça me saoule ou quoi que ce soit, mais simplement, c'est la suite logique en fait. C'est un peu ce que vous aviez dit dans vos interventions. C'est la suite logique en fait. Il avait fait le tour à la EW. Moi qui suis assez régulièrement à la EW, j'en avais marre de ces derniers runs. Le dernier run que j'ai apprécié, c'est quand il avait fait la Jericho Appreciation Society. Mais sinon, le Learning Tree, j'avais décroché. Et j'avoue que les casseroles qu'il y avait à côté, ça m'avait un peu, ça m'avait un peu gâché le truc avec lui, donc je suivais un peu moins. Je suivais un peu moins. Et cela dit, ça va être cool d'entendre de nouveau Break the Wall Down, parce que c'est un thème très cool. Et j'espère vraiment qu'il y aura une distinction entre l'univers qu'il a hors WWE, avec Painkiller, etc., le champion, et le retour de Y2J. Après, en termes de booking, je pense qu'il va très certainement mettre en avant la nouvelle génération, en tout cas des programmes comme ça. Donc, je m'inquiète pas trop en fait sur le booking qu'il risque d'avoir, que ce soit ça va dévier sur du Gunther ou pas? Eh ben pourquoi pas. Il va le mettre à la retraite. Bah, j'avais vu aussi une rumeur, si je peux me permettre. J'avais vu une rumeur comme quoi ce serait peut-être, surtout avec ce qui s'est passé lors du dernier Raw, où Paul Heyman a appelé quelqu'un en particulier pour forcer le retour de Bond Breakker, et qu'on voyait que Adam Pearce était un peu perturbé. Et j'avais lu comme quoi une rumeur, avant qu'il y ait ce Raw-là, justement, que Jericho pourrait être le prochain General Manager de Raw. Aussi. Intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être sympa aussi, hein. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de général manager, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de général manager qui sont heal. Oui. Donc ça pourrait apporter quelque chose justement d'avoir de nouveau une autorité qui fait pied quoi. Ouais. Même si Adam Pearce, je trouve qu'il a été bon dans son rôle, mais je pense que c'est le meilleur général manager face qu'on ait eu. Donc Nick Aldis. Ouais, Nick Aldis c'est très bon aussi, mais Adam Pearce ça fait beaucoup plus longtemps quoi. On a plus de retours, plus de recul, je dirais. Mais je sais pas ce que vous pensez de cette rumeur, ça pourrait être cool, hein. Ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être cool. Surtout que Chris Jericho a toujours eu un micro, donc un général manager, ça pourra aller. Ouais, il va ressortir sa liste. En vrai, ça serait cool qu'il ressorte la liste qu'il avait faite, justement, et qu'il renie tous ceux qui étaient sur la liste, s'il y en a des personnes sur la liste, qu'il les jette à SmackDown, justement, puisqu'ils sont sur la liste. Ça serait très drôle quand même. Ouais, ça liste de draft, quoi, tu sais. Où il retourne la liste, c'est le nom d'Adam Pearce, il y a juste ça, tu sais. Ça serait excellent. Et bah c'est tout bon pour le cas Jericho. Wally, vas-y. Bah vous m'avez hypé en fait finalement pour sortir avec vos idées. Messieurs, dames, est-ce qu'on est bon là-dessus? Oui. Oui. Et ben on va passer à vos top 3 de vos vainqueurs préférés au Rumble. Par qui va-t-on commencer? Rebecca, vas-y. Bah moi sans surprise, hein. Shawn Michaels 195 avec l'élimination du British, que le British il élimine et qu'au final il est pas vraiment éliminé parce qu'il a mis un pied. En plus c'était un peu révolutionnaire parce que c'était la première fois que ça arrivait, qu'il y avait pas vraiment de règles sur le premier pied par terre. Puis après il revient sur le ring, il élimine le British alors que la musique elle avait déjà commencé pour lui et tout. Je trouve que cette victoire elle est belle. Après, deuxième, John Cena avec son retour en 2008. Parce qu'il a eu une pop de dingue, il avait l'attitude, la gueule à Triple H quand il arrive et tout, enfin, c'est exceptionnel. Et en troisième, sentimentalement, je dirais Rey Mysterio en 2006 quand il gagne. C'est une bonne surprise pour moi. Et un bon souvenir. Voilà. Eh bah top.
Messiah. Alors moi je vais faire un peu le boomer pour l'ADK. Ah, Je vais commencer par le Rumble 92. Je vais commencer par le Rumble 92 qui est le préféré de beaucoup de ma génération et surtout de la génération d'avant. Donc c'est la victoire de Ric Flair dans son année d'arrivée à la WWF. J'adore ce Rumble. C'est le premier Rumble où le titre WWE est mis en jeu. C'est pas de gagner un spot à WrestleMania, c'est de gagner carrément le titre. Parce que le titre est vacant. Et j'aime beaucoup toute la construction de ce Rumble. Ric Flair, il est parfait dedans parce qu'en plus, il a un peu l'arrivée de ses gros rivaux dedans, genre Roddy Piper et tout ça, donc je trouve ça génial. Il y a Hogan qui montre que c'est le héros, mais c'est le plus gros heel de la promotion dans le match. Parce qu'il se fait éliminer et en fait il est pas content, donc il élimine Sid derrière parce le mec est pas d'accord qu'on l'élimine. Ouais, mais bon, c'est le jeu. Et la promo de Ric Flair à la fin du match, pour moi c'est l'une des meilleures promos ever, quoi. Le tir in my eyes, c'est génialissime. J'adore ce Rumble. En autre Rumble, je marche un peu sur des œufs parce que on va parler que du catcheur, on va pas parler de la personne évidemment. Je vais dire Chris Benoit en 2004. J'aime beaucoup ce Rumble et à l'époque c'était le catcheur qui travaillait le plus dans le ring. C'était le gros workhorses. Il commençait depuis 2003 à avoir pas mal de matchs de championnat. Il faisait que de les perdre et en fait les gens voulaient le voir gagner un vrai truc et de le voir gagner à la fin en plus en étant final face au Big Show et donner un truc divertissant face au Big Show à la fin d'un Rumble. J'ai trouvé ça génial. Donc je suis très très fan de ce Rumble. Surtout qu'il faisait l'Ironman, ils ont effacé son record après évidemment, mais il avait fait l'Ironman durant le match. Et en dernier, je vais prendre un classique, mais ça je vais prendre un classique en tant que gros fanboy, c'est Edge en 2010. Parce qu'en fait c'est tout le Rumble que j'adore, et en fait de voir Edge à son retour, de le gagner, j'avais vraiment adoré. Je voulais d'abord dire le Rumble 2020 au début. Mais pour la victoire de Drew McIntyre, mais en fait je vais prendre le Rumble 2010 que j'adore le booking. Shawn Michaels est parfait dedans et de voir Edge revenir en face après sa longue blessure au tendon d'Achille et face à qu'on sait qu'il va aller face à Chris Jericho dans la finalité, j'étais très content de voir Edge le gagner. Ah bah mais ça y est, je vais rebondir. J'ai failli mettre comme toi le Rumble 2010. Ouais, j'aime bien ce Rumble. Ça s'est joué de peu. Ouais, ça s'est vraiment joué de peu avec celui-là de 2006, quoi. Bruno, à toi. Moi, ça va être assez simple. 2001, celui de Austin en 2001. Ah, je suis content que tu le dises. 2002, un des trois, c'était obligé. Et le troisième, alors là, j'en mets deux à égalité. J'ai pas entendu ton deuxième, Bruno, excuse-moi. J'ai Hein pas entendu ton deuxième. Ah, le deuxième, c'est Triple H en 2002. L'âge 2002, ok. Voilà, quand il revient un peu avant le Rumble, que je trouve la tenue hyper classe, la veste en cuir et en jean. Et où il a pas de coup. Hyper classe. On perd cette veste. Donc voilà, il revient encore plus balèze qu'il était déjà avant. Donc voilà. Et le troisième, comme je disais, j'ai cité entre 2008, le retour de Cena, et je me dis, mais donc ça sera 2008, le deuxième il est sorti. C'était Orton, c'est 2009 celui d'Orton. C'est 2009 celui d'Orton. Oui. Voilà, c'était celui d'Orton 2009 aussi que franchement il est sous-estimé puisque je l'entends pas beaucoup, mais il est quand même pas mal. Avec la Legacy qui est là tout le long presque jusqu'à la fin, se font éliminer les deux et qui aide Orton justement à le gagner celui de 2009. Justement, il était pas mal sûr. Eh ben, très bien. Est-ce que je peux intervenir? Parce que Bruno, je trouve, il a pas assez appuyé sur la victoire d'Austin en 2001, qui est l'un des meilleurs. Ouais, en 2001, c'est l'un des meilleurs Rumble ever, celui-là. Où l'homme du match, c'est Kane. C'est là où il bat le record d'élimination. Et à la fin, le face-off entre The Rock et Steve Austin, mais c'est en sang en plus. Austin est en sang, c'est. Je suis obligé de rebondir dessus. Les pochettes d'Austin sur Kane, elles sont incroyables. Hein. Oui. Je dis juste un truc. Vous voulez voir le Rumble? Vous allez voir qu'est-ce qui s'était passé de Sturry. Il était
c'est l'un des, qu'est-ce qui s'était passé avec Halloween Havoc 95 que je regarde tout le temps. Les deux, ils sont vraiment pas bons. Bah, on t'invitera pas pour la prochaine émission, fais de la pub pour les autres. Blacklisté direct. Je déconne, Bruno, je déconne. Non. Avec à la fin de cette émission, tu l'aurais fait, je t'aurais dit toi. Voilà, on va conclure sur vos top 3 de vos vainqueurs préférés du Rumble par Mister Wally. Mais alors avant, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Messiah et Rebecca vis-à-vis du Rumble 2010. Pour Shawn Michaels, parce que j'étais bien content qu'il gagne pas le Rumble. Ouais, toi aussi, tu seras blacklisté pour la prochaine. Ah, il m'a toujours énervé, Shawn Michaels. Il m'a énervé d'avoir fait perdre le titre au Taker en 2010, donc chais. Chais du dumping pile driver que le Taker lui a mis à WrestleMania 26, parce que c'est l'une des seules fois où il a mis un pile driver comme ça. Donc oui, chais pour lui. C'est un de mes matchs préférés de tous les temps, hein, la retraite de Shawn Michaels, donc je valide. J'aime trop ce match. Je le préfère, j'avais déjà dit à Hot Take, je préfère le 26 au 25. De Mania, moi. Je l'aime bien aussi. Et pas que pour le résultat, mais je l'aime bien aussi. À moi que Bah, tu voulais dire quelque chose, Bruno? Ouais, bah, pour revenir avec ça, justement, le moment que il vient, il sève sur Undertaker et tu lui mets la chifle. J'ai vu ça. C'est achève-moi, mon pote, vas-y maintenant. Achève-moi. I'm sorry, I love you, et à son dernier match, il lui met une chifle. Et moi, Ouais, je préfère le 26, mais par contre, je trouve que l'entrée du 25, elle est exceptionnelle et que si ça aurait été l'entrée du 25 sur le 26, ça aurait été magique. Ah ouais, l'entrée de Shawn Michaels en Taker blanc, moi aussi je l'aime énormément. C'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On sent un Exceptionnel. c'était droit, là. Mais Vas-y, du Wally. coup, donc par rapport à mon top 3, je vais commencer par le 2009 et je rebondis sur ce que tu as dit, Bruno. Très surcoté, je trouve aussi ce Rumble. Pourtant, ce Rumble du début à la fin, il est très bon. Il est Sous-coté, très bon, tu veux dire? dynamique à chaque fois. Non, Ouais, c'est sous-coté, sous-côté, pardon. ouais. 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 Sous-coté. Oui, effectivement, sous-coté. C'est dynamique du début à la fin. J'avais bien aimé l'entrée justement d'Orton alors que Triple H vient d'éliminer Kozlov parce que il y a tout l'historique en fait entre les deux et ils commencent déjà à se bagarrer. Le retour de Rob Van Dam, l'entrée du Taker quand il vient où justement tu sens que là maintenant on est passé à une autre phase du match. Et puis bah la Legacy en fait, la Legacy qui domine quasiment tout le match et qui aide justement Orton à remporter ce Rumble. Orton en 2009, c'est un vrai psychopathe. Il a son prime. Donc le 2009, c'est un de mes préférés, surtout que c'était à l'époque où moi je commençais à regarder le catch sur NT1. Donc c'était un peu en direct pour moi. Donc très bon souvenir. Et il m'arrive de le regarder de temps en temps. Le deuxième, c'est le Rumble 2007, parce que bah mon catcheur masculin préféré le remporte. Et je trouve que de toute sa carrière 2007, il a une shape incroyable. Vraiment, c'est sa meilleure shape, je trouve. Et je trouve même que dans le ring, c'est là où il est le plus fort, en fait. C'est là Il où a son prime, Taker, en 2007, je suis d'accord. il a son prime. Il est à son prime. Il a son prime. Le match à WrestleMania, la rivalité à WrestleMania contre Batista est juste exceptionnelle. Toute l'année 2007, en fait, ces matchs contre Batista sont juste exceptionnels. Le final avec Shawn Michaels, avec tout l'historique qu'on connaît des deux, surtout que ça faisait plus de 10 ans que les deux ne s'étaient pas rencontrés, c'est juste magnifique. Ça, Oui. une finale de Rumble comme ça, c'est juste magnifique. Pour moi, c'est la meilleure finale de Rumble de tous les temps. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'ils font un match, en fait. Ils font un match de 8 minutes en étant tous les C'est deux, ça. enfin. C'est ça. Et surtout que je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais j'ai l'impression que durant ce final-là, les fans voulaient que Shawn Michaels gagne et pas le Taker. Parce Oui. que j'ai l'impression que par moment, le Taker est hué. Et j'ai pas l'habitude. Donc c'est ça. Et j'ai bien aussi aimé l'après du Rumble, c'est-à-dire que c'était l'une des seules fois où justement le Taker, en fait, enfin le vainqueur teasait qu'il allait même challenger le titre CW. Ça, je crois que c'est l'une des seules fois où ça a été fait. Et
on aurait potentiellement pu avoir un WrestleMania entre Cena et Taker. Et vraiment, si c'était arrivé cette année-là, je pense qu'on aurait eu un banger à WrestleMania. Mais c'est un gros what if, malheureusement. Et du coup, le dernier, alors c'est le Rumble 2019, parce que bah, c'est Becky Lynch qui le gagne. Euh, Elle est quasiment au sommet de sa popularité. Je trouve que le Rumble féminin 2019 est une meilleure réussite que celui de 2018. Celui de 2018 est pas mal, attention, mais tu sentais que les catcheuses dans le ring avaient quand même la pression parce que c'était la première fois et qu'elles ne voulaient absolument pas se louper. Tandis que 2019 elle était un peu plus rodée, je trouve. Et bah, le final aussi entre Becky Lynch et Charlotte Flair, il est assez intéressant parce que jusqu'au dernier moment, t'as la WWE qui te fait croire que peut-être que Charlotte Flair va finalement gagner et qu'ils vont vraiment aller sur les plans initiaux qui voulaient que Charlotte aille affronter Ronda Rousey, mais que finalement bah la popularité grandissante en fait de Becky Lynch a fait que finalement elle gagne ce match. Surtout que avant avant le Rumble, elle a son match de championnat contre Asuka, une adversaire qu'elle n'a jamais battue et qu'elle perd pour au final se rattraper plus tard dans la soirée grâce à la blessure de Lana pour remporter le Rumble et aller défier Ronda Rousey au main event de WrestleMania. C'est juste magnifique. Je vais te faire mal. Moi, Voilà. justement, c'est le point noir de ce Rumble Non. pour moi. C'est le match où elle perd avant par soumission en plus, il me semble, et que en fait elle intègre le Rumble en n'étant pas dedans. Heureusement que la victoire est génialissime, hein, par contre. Que justement parce que le public le voulait, donc c'était cool. Mais pour moi, la faire perdre avant, ça m'a un peu sorti du truc. Je t'avoue. Ouais, mais je vais rebondir parce que finalement cette histoire-là, elle a été racontée un an après parce qu'au Rumble 2020, Becky Lynch affronte Asuka et l'histoire qui est racontée, c'est que Becky n'a jamais réussi à battre Asuka et que c'est la dernière personne en fait, c'est son dernier gros challenge en fait. Donc tu vois, finalement. T'as fait storytelling à long terme, ça va. C'est rare. Ouais, voilà, tu vois. Mais oui, donc il faut le dire quand c'est le cas, faut le dire. Par contre, moi, j'aimerais bien revenir sur ce que tu avais dit là en disant que Undertaker, Shawn Michaels, c'était le meilleur finish, enfin la meilleure finale. T'as aussi la finale du premier Rumble de Cody Rhodes contre Gunther. Là, c'est pas mal, ouais. Oh putain. Pas mal aussi. Ouais. Ah oui, Il est vraiment de partout, même dans vos souvenirs. Hein. Même dans vos souvenirs, il est de partout le Gunther. C'est ça? Il faut quand même être réaliste. Il a quand même fait une excellente. Il m'avait hypé pour un match Gunther-Cody. Il y a eu le match. J'ai fait, mais ils sont loin de ce qu'ils ont fait à la finale, quoi. À la finale. Non, mais surtout que même ce Rumble-là, Gunther fait une bonne perte. Surtout que c'est là qu'il y a sa confrontation avec Brock Lesnar et que s'il n'y avait pas eu l'histoire qu'on connaît, potentiellement les deux se seraient affrontés. À Mania, ouais. Se seraient affrontés à WrestleMania. D'un côté, je dis heureusement, puisque le match, heureusement, Gunther l'aurait gagné, mais il aurait été long. Il aurait été long pour nous spectateurs, il aurait été long, puisque le catch de Gunther, c'est que ça connaît bien à l'époque, c'est que ça cognait, ça allait à fond, et ça allait être très compliqué à Brock Lesnar de le regarder, quoi. Moi, ça allait être Chop, Suplex City, F5. Repeat. Ça allait être, on savait pas qui allait gagner, mais ça allait être très long. Bah moi j'ai juste une dernière intervention sur le Rumble, après si quelqu'un d'autre a autre chose à dire, mais moi j'ai un dernier truc à parler parce que je l'ai évoqué vite fait. Faut juste parler du Rumble 2020 avec le retour de Edge. Oui. Et ce booking incroyable où Brock Lesnar est champion et qu'il élimine les 13 premiers en étant les 13 premiers. Et que Drew McIntyre vient nous sauver et qu'il arrive à l'éliminer grâce à l'aide de Ricochet. Pour moi, c'est l'un des meilleurs bookings du Rumble ever, celui-là. Et du coup, de voir Drew McIntyre qui gagne à la fin, c'était génialissime, quoi. J'ai adoré ce Rumble. C'est, dans la globalité, je pense que c'est mon Rumble préféré. En termes in-ring et booking, je pense que c'est celui que je préfère. Mais, Drew, c'est parce qu'on sait ce qui s'est passé après avec l'époque Covid et tout, qui fait que je le mets pas dans mes 3 préférés vainqueurs. Mais par contre, dans le booking complet du Rumble, je pense que le 2020, c'est mon préféré. Ouais, juste dommage que c'était pendant le Covid, du coup, il n'y avait pas de public. Bah, il y avait le public, c'est après qu'il n'y a plus le public. C'est ça, c'est que Drew McIntyre gagne le titre sans public derrière. Mais c'est justement le Rumble, je crois, c'est le dernier show où il y a du public.
Et c'était ça qui est tout dommage. Non, je crois Moi, que j'ai pas avant, signé parce que vraiment, hein. non, parce que je m'en souviens parce que quelques temps après le Rumble, ils avaient commencé à teaser la feud entre AJ Styles et le Taker. Et je sais que un des pay-per-view, alors je sais pas si c'est Fastlane ou un autre nom, t'as AJ Styles qui affronte Aleister Black et il perd ce match parce que durant le match ou disqualification, parce que dans ce match-là, t'as le Taker qui intervient pour lui mettre un chokeslam. Donc c'est après, ouais, Alors, après, bien vu, bien vu. Alors, Et Wally, ça, qui a après. raison, Becky ou Messiah? Becky parce que Becky. Mais Eh ben, nickel. oui, non, il me semble que c'était après. Mesdames, messieurs, est-ce qu'on est bon sur ce dernier sujet? Oui. 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 Bah, ça y est, les amis, c'est la fin. Je remercie dans un premier temps Thomas et Messiah pour ces émissions. Je remercie tous les intervenants, dont vraiment les intervenants, vous, ce soir. C'était vraiment une très, très chouette émission. Et quant à moi, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Portez-vous bien. Merci à vous. Ciao. Salut. Salut! Ciao. Merci. Au revoir.